Parfois, ce qui secoue un pays ne ressemble pas à une crise. Cela commence par une phrase, presque banale, glissée au détour d'une réponse sur un plateau. Une phrase qui n'a pas de nom, mais qui porte un visage. Et sans que personne ne l'ait prévu, cette phrase va réveiller une mémoire bien plus large qu'un simple débat télévisé. Cette histoire raconte comment un homme, absent des écrans depuis des années, est revenu au centre du pays sans lever la voix. Comment une allusion a dispersé un silence. Et comment ce silence, soudain, a commencé à agir. Jean-Jacques Goldman. Figure discrète, symbole rare, souvenir vivant de millions de Français. Et pourtant, depuis des années, il ne dit rien. Il écrit ailleurs, il vit loin du tumulte. Alors, le soir où Éric Zemmour, en pleine crise politique interne, évoque ces artistes retirés de la vie française, mais prompts à donner des leçons, beaucoup comprennent le message caché. Une phrase prononcée calmement, mais dont l'intention, elle, heurte. Pas par violence, par ce qu'elle sous-entend. On attend tous une réaction immédiate, une réfutation, un coup d'éclat. On pense connaître la suite. On se trompe entièrement. Ce qui arrive ensuite n'a rien d'un clash. Et pourtant, c'est ce qui restera dans l'histoire. J'en profite pour prendre quelques secondes pour remercier ceux qui choisissent de s'abonner et de marcher un peu avec nous dans cette histoire. Encore merci. On revient à ce qui s'est passé. France actuelle. Un plateau lumineux, presque impersonnel. On parle d'identité, de fracture, de culture. Puis la journaliste pose une question anodine sur les artistes qui ne s'expriment plus. Zemmour répond, il nuance, puis doucement, il bascule. Il parle de ceux qui vivent ailleurs mais jugent le pays, de ceux qui se taisent mais influencent encore. Il ne cite pas Goldman, mais il n'a pas besoin de le faire. Sur le plateau, personne ne respire vraiment, pas par peur, par malaise. L'extrait se répand, pas comme une polémique, mais comme une onde. On ne crie pas, on commente, on interprète. Certains disent que c'était une critique frontale, d'autres un simple constat. Les réseaux s'emparent du sujet, les éditorialistes aussi. On se demande, Goldman va-t-il sortir du silence ? Et puis une rumeur surgit. Il aurait été contacté. Une autre, il préparerait quelque chose. Mais rien ne sort. Rien du tout. Même pas un mot. Dans son quotidien calme, Goldman lit les messages qui affluent. Des proches, des gens qu'il ne connaît pas. Des Français discrets qui disent avoir été blessés par cette allusion. Pas pour lui, pour ce qu'elle représente. On lui dit qu'il doit répondre, qu'il ne peut plus esquiver. Pendant ces journées de silence, quelque chose d'étrange s'était produit. Plus il se taisait, plus les gens projetaient sur lui leurs propres attentes. Pour certains, il incarnait la retenue. Pour d'autres, la lâcheté. Pour d'autres, une forme d'élégance perdue. Lui, il voyait simplement la nécessité de ne pas parler au milieu du vacarme. Il savait que chaque mot prononcé trop tôt devient une étincelle. Et il refusait d'être une étincelle de plus. Ce silence, il le portait comme une responsabilité. Pas pour éviter le débat, pour éviter d'ajouter du chaos à une période qui n'en manquait pas. Un matin, il se réveille très tôt. Il marche un moment dans sa maison encore plongée dans la nuit, puis il prend son téléphone. Pas pour une déclaration, pas pour une lettre, pour demander une conversation. Pas un plateau, pas un débat. Une conversation, simple, posée, sans effet. Le journaliste qu'il contacte accepte, sans condition. Et aucune annonce officielle n'est faite. Mais cela ne change rien. La nouvelle se propage malgré lui. Pendant quelques jours, tout le monde attend. On analyse ce qu'il pourrait dire. On redoute qu'il règle ses comptes. On espère qu'il apaise. On ne sait pas. Rien ne fuite. Rien ne permet d'anticiper. Et dans le silence qui s'installe, une tension particulière apparaît.
Pas une attente de clash, une attente de sens. Le soir venu, le décor est dépouillé. Un tapis, 2 sièges, 2 verres d'eau. La caméra s'allume, Goldman apparaît. Pas comme une star, comme un homme qu'on a dérangé dans sa retraite. Le journaliste le remercie, puis pose une question simple. Pourquoi maintenant ? Goldman ne sourit pas. Il ne s'excuse pas. Il dit qu'il n'avait pas prévu de parler, qu'il se serait volontiers tu encore longtemps, mais qu'il y a des moments où le silence n'apaise plus. Il trouble. Il raconte son enfance à Lyon, les odeurs de textile qui imprégnaient les vêtements de son père, le visage marqué mais toujours avec ce même regard paisible, celui de ceux qui ne comptent pas leurs heures. Dans la cuisine, l'odeur du pain grillé et des tissus imprégnés d'huile formait une sorte de décor immuable. Ce n'était pas la misère. Ce n'était pas non plus l'abondance. C'était la constance. Ce qu'on transmet quand on n'a pas grand-chose, mais qu'on donne tout ce qu'on peut. Ces souvenirs n'étaient pas des anecdotes pour lui. Ils étaient sa colonne vertébrale. Ils expliquaient pourquoi il n'avait jamais aimé les grands discours, pourquoi il préférait les gestes simples, et pourquoi, ce soir-là, il était venu dire autre chose qu'une réponse. Les soirées où l'on comptait chaque dépense, les voisins qui partageaient ce qu'ils n'avaient pas vraiment. Il raconte ce que signifiait travailler, se taire, transmettre par l'exemple et non par les déclarations publiques. Il explique que ces valeurs sont à la fois modestes et gigantesques, et qu'elles constituent encore aujourd'hui le socle invisible de millions de familles. Puis son regard change légèrement. Il dit qu'il ne parle pas pour répondre à Zemmour. Il parle pour ceux qui ne passent pas à la télévision, ceux dont le travail ne se voit pas, ceux qui ne font pas de bruit, ceux qu'on qualifie parfois de silencieux, comme si leur silence était un défaut. Il dit que la transmission n'est pas un combat, que l'identité n'est pas une frontière, que l'on n'appartient pas à un pays par la colère, mais par ce que l'on lui offre. Il se tait un instant, puis il dit 3 phrases. La dignité ne cherche pas à convaincre, elle existe. Se taire n'est pas fuir, c'est choisir quand la parole compte vraiment. Ceux qui divisent oublient toujours que la France tient grâce à ceux qui rassemblent sans bruit. Le studio reste silencieux. Le journaliste lui demande s'il a hésité à venir. Goldman répond qu'il n'est pas venu pour se défendre, mais pour rappeler. Un simple mot, rappeler. Et cela suffit à donner à ce moment une dimension inattendue. Partout dans le pays, la vidéo est regardée, commentée, partagée. Dans une école, une prof lit à ses élèves quelques lignes d'une vieille chanson de Goldman. Les enfants écoutent avec l'attention qu'on accorde aux choses qui touchent sans faire de bruit. Quelques jours plus tard, Goldman poste une courte vidéo. Fond clair, une seule phrase. On protège un pays en le rendant plus doux. La phrase devient un symbole. Reprise, écrite, affichée. Non pas scandée, murmurée. Et peut-être que c'est ça, au fond, le cœur de toute cette histoire. Qu'au-delà des clashs, des plateaux agités, des phrases qui blessent ou qui divisent, il existe encore des moments où un homme rappelle aux autres ce qui compte vraiment. Pas les punchlines, pas les buzz, pas les petites victoires d'un soir, mais des choses simples. Écouter, transmettre, tendre la main. Parce qu'un pays ne se construit pas avec des cris. Il se construit avec des gestes discrets, des voix calmes, et des gens qui veulent encore croire en quelque chose de plus grand qu'eux. Alors oui, cette interview n'a peut-être pas changé la politique. Elle n'a pas renversé un parti. Elle n'a pas mis fin au débat. Mais elle a laissé derrière elle une lumière douce. Un rappel que la dignité existe encore. Qu'on peut répondre à la colère sans en produire davantage. Qu'on peut se lever sans écraser. Et au fond, c'est peut-être ça qui restera. Pas la polémique, pas l'attaque, mais ce moment suspendu où un homme a simplement choisi la paix quand tout le monde attendait la guerre.
Cette histoire ne parle pas d'une attaque. Elle parle de la manière dont une nation écoute ceux qui ont choisi la discrétion comme mode d'existence. Et parfois, une seule prise de parole suffit à rappeler ce que des années de débats ont oublié. Si cette histoire t'a touché, tu aimeras aussi celle qui apparaît maintenant sur ton écran.